d'abord, je tiens à vous remercier pour cette interview. Les relations entre le Maroc et la France sont des relations séculaires. Dans le domaine économique et financier, les relations entre le ministère de l'économie et des finances marocain et français datent depuis toujours sur des aspects différents. Pour l'aspect que nous gérons, celui des comptes publics, de la gestion de la fiscalité locale et aussi l'exécution du budget, cette relation s'améliore d'année en année avec une concentration sur les métiers que nous gérons. Il y a des experts français qui viennent échanger avec les experts marocains. Et puis, juste pour donner un exemple, la France a changé sa loi organique des finances en 2001, le Maroc l'a fait en 2015, mais c'est le même esprit. C'est un esprit qui cherche à essayer d'améliorer la performance et avoir aussi des départements ministériels qui sont concentrés sur des programmes, sur des missions, sur une mise en œuvre de politiques publiques au service du citoyen. L'intelligence artificielle est une question majeure aujourd'hui un peu partout, que ce soit dans les universités ou que ce soit dans les organisations. Comment nous comporter face à l'intelligence artificielle? D'ailleurs, dans certaines universités, ils l'interdisent, surtout pour les étudiants, pour les pousser un peu à réfléchir. D'autres, ils l'admettent, mais je pense qu'on ne peut pas ignorer cette intelligence artificielle qui est nécessaire. Mais pour essayer de simplifier un peu ce domaine-là, qui paraît assez complexe, en fait, c'est quoi? C'est de l'extension de mémoire, c'est de l'utilisation de la data, de l'information, de manière la plus rapide, et réserver l'intelligence humaine pour des choses un peu plus de valeur ajoutée qui peuvent apporter aux organisations. Pour le cas de la gestion des finances publiques, nous, on l'utilise déjà, par exemple, pour les relations avec nos citoyens, et surtout dans le domaine des marchés publics. Nous répondons à des questions par des chatbots. Et ça permet de prendre toute l'information qui est disponible au niveau de l'administration. Comme vous le savez, l'administration détient de l'information dans différents domaines. Par exemple, pour la partie finances publiques, nous avons des informations sur l'exécution des budgets, nous avons de l'information sur, par exemple, l'importation des biens et services, nous avons de l'information sur les opérateurs économiques, j'entends par là, sur leurs activités économiques. Cette information, elle est agrégée et puis l'intelligence artificielle permet de consolider un peu cette information, de la traiter et de la mettre à la disposition des décideurs. Nous sommes dans un monde qui va très très vite et l'intelligence artificielle va nous permettre de gagner du temps. Et je pense que le temps, c'est la denrée la plus importante dans la gestion publique. La question de la pression ou des chocs qui se répètent et qui se perpétuent et qui sont devenus à la limite des chocs avec lesquels on doit nous adapter, nous sommes dans la même situation que les autres pays. Et le plus important, c'est pour ça qu'on insiste sur la gouvernance, c'est d'être agile, de s'adapter, de pouvoir intégrer ces chocs le plus rapidement possible, mais surtout de protéger nos entreprises, protéger nos citoyens par rapport à ces aléas. Et là, dans des pays comme le nôtre, où l'État joue un rôle majeur, l'État, vous l'avez vu, pendant les crises qui se sont succédées, et surtout face, par exemple, à la Covid-19, face aux chocs, donc les chocs énergétiques, face au changement climatique, face aussi au séisme de Haouz, face à la sécheresse, face à la pression sur l'eau, donc le stress hydrique, l'État est là, il investit par les différents moyens, par les différents démembrements qu'il détient. J'entends par là, par le biais de l'État, c'est-à-dire le budget de l'État, par le biais des entreprises publiques et des établissements publics, par le biais des collectivités territoriales, par le biais, et nous attendons beaucoup du secteur privé, et c'est cette intelligence collective, ce travail en commun, cette compréhension des sujets qui sont des sujets de l'heure, ça permet d'augmenter la croissance et créer de l'emploi. C'est ce que nous faisons à l'instant, c'est-à-dire de vulgariser ce que nous faisons, nos méthodes, nos pratiques, nos publications. Vous le savez, par exemple, il y a la question du budget ouvert. Quand vous allez sur le site du ministère de l'économie et des finances, vous avez de l'information
sur la loi de finances, les rapports qui ont été établis. Mais vous me diriez-vous que oui, vous le mettez sur des sites, mais comment expliquer aux gens qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire tout de suite pour essayer de vulgariser et de simplifier les choses. Un budget, c'est quoi? D'un côté, c'est des recettes, et de l'autre côté, c'est des dépenses. Des recettes qui proviennent de la douane, des impôts ou de revenus domaniaux ou de revenus de monopole, c'est-à-dire les dividendes des entreprises publiques. Et de l'autre côté, c'est des secteurs d'activité, de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la transition numérique, enfin, tout azimut. Et il faudrait que ces recettes puissent couvrir ces dépenses qui, à travers ces dépenses, ont fourni un service public aux citoyens. Il faudrait qu'il soit de qualité. Et nous avons besoin donc d'investir aussi bien dans les process et surtout dans les ressources humaines qui sont capables de mener ces métiers-là ou ces activités pour rendre service et qu'il y ait un certain équilibre. Souvent, ces recettes ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande globale. Et c'est pour ça qu'on s'endette. Mais la dette est encadrée en général par des dispositions législatives et réglementaires pour que la dette ou l'emprunt soit réservé à l'investissement. La priorité numéro 1, c'est le capital humain. Nous avons une politique de gestion des ressources humaines prévisionnelle, et d'ailleurs même ces colloques que nous organisons, ils vont dans le sens de la formation de nos équipes. Donc on recrute, on forme, on essaie d'être partout sur le territoire national parce que les nouvelles recrues, on les affecte dans différentes villes, dans différentes régions pour servir les citoyens et pour développer aussi ces régions-là. Formation théorique, formation pratique, sens du service public, sens de l'engagement et puis mise à niveau permanente. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les systèmes d'information, c'est la gestion de l'information parce qu'elle est l'essence même des finances publiques. Quand vous gérez des budgets, vous gérez aussi des ressources. L'information est fondamentale pour pouvoir d'abord gérer, anticiper et proposer, et c'est de l'aide à la décision. Comme vous le savez, nous publions 2 bulletins, au moins 2 bulletins que vous connaissez. C'est le bulletin des finances publiques, c'est-à-dire qui concerne l'État, et le bulletin qui concerne les collectivités territoriales, qui sont mis à la disposition de l'opinion publique pour voir un peu l'exécution des budgets des collectivités territoriales ou les budgets de l'État, et on voit ça. Maintenant, il y a un effort de communication, d'explication, de démystification pour dire que tout ce qui se passe, il est à la portée du citoyen, mais il est à la portée surtout des représentants, c'est-à-dire la représentation nationale qui est là pour contrôler tout le travail gouvernemental. Et bien entendu, il y a la Cour des comptes qui veille à ce que les comptes soient bien tenus et qu'on gère dans la transparence et dans l'intégrité. Je vous dirais qu'il y a le mindset de tout le monde. Le mindset, en fait, il faut reprendre un peu le contrat social. S'il y a État, c'est qu'il y a un contrat social et on a confié à un État d'assurer des missions. Il y a les missions régaliennes telles que la sécurité, les affaires étrangères, la justice et les autres. Et il y a des missions qui sont dans le cadre d'un État-providence. C'est la sécurité sociale, c'est la santé, etc. etc. Donc, tout cela doit être organisé pour répondre dans les meilleures conditions à la demande des citoyens. Et la TGR est là pour exécuter les budgets des départements ministériels et les budgets des collectivités territoriales et de travailler en bonne intelligence avec ses partenaires. Une vision optimiste dans le sens où nous avons les moyens d'aller de l'avant, d'investir. Et pour ceux, peut-être nous qui sommes là, nous ne voyons pas l'évolution du Maroc, mais les gens les touristes, même les investisseurs étrangers qui viennent au Maroc, ils voient l'évolution. Quand vous circulez à travers le royaume, vous voyez tous les investissements qui ont été opérés, toutes les infrastructures, toutes les avancées, les écoles, les hôpitaux, et ainsi de suite. Le transport, le tramway de Rabat, de Casa, tout ça change la vie. Et puis il y a l'appui de l'État qui a été fait pour la résorption des bidonvilles, soutenir les catégories ou classes moyennes,
pour qu'elles puissent avoir un logement. Donc il y a une dynamique et je crois que cette dynamique va nous permettre de mobiliser plus de ressources et d'investir davantage. Mais le plus important, c'est de travailler en toute convergence et de la cohérence globale entre les parties prenantes. Je prends un exemple, quand on a voulu réformer le décret des marchés publics, on l'a réformé en 2023, après plusieurs réformes, qu'est-ce que nous avons fait? La démarche a complètement changé. C'est la consultation de tous les partenaires, que ce soit dans le privé, dans le public, dans les administrations, les institutions constitutionnelles. Et on a travaillé et ce texte-là a été adopté par le gouvernement. Et d'ailleurs, il y a même eu une consultation, même s'il s'agit d'une réglementation qui dépend c'est le pouvoir réglementaire du gouvernement. On a consulté le Parlement pour avoir les avis et puis les remontées. Et ce texte-là a été mis en œuvre. Peut-être il est perfectible, mais en tout cas, il essaye d'asseoir des principes de transparence, d'égalité des chances, de responsabilisation des ordonnateurs. L'essentiel, c'est de rendre le service public dans les meilleures conditions et de gérer les deniers publics en bon père de famille.